Israël s'engage dans une guerre de très grande ampleur au Proche-Orient. Quel est son but de guerre? Quelle est sa nécessité? Quel est son danger? C'est le débat que nous ouvrons ce soir avec Patrick Klugman et Georges Malbruno. D'abord, Émilie, rappelons-le, l'ampleur ne serait-ce que des derniers chiffres, des dernières images que nous avons. Israël qui continue sa campagne de bombardement sur le Liban et un bilan qui s'alourdit. Plus de 550 morts, plus de 1800 blessés en 48 heures. Le Liban n'avait pas vécu ça depuis quasiment 20 ans. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de Libanais, selon l'ONU, fuient les zones bombardées pour trouver refuge dans d'autres villes dans le sud du Liban, mais aussi à Beyrouth ou même en Syrie. Ce sont les dernières informations que l'on a aujourd'hui. Votre jugement à l'un et à l'autre, d'abord général sur cette guerre, cette grande guerre qu'Israël est en train d'entreprendre, dans quelle mesure est-elle nécessaire? Dans quelle mesure c'est une prise de risque inconsidérée? Patrick Klugman. Je vous écoute et c'est extraordinaire. Depuis bien longtemps, mais au moins depuis le 8 octobre, Israël est bombardé. Il y a eu plus de 8000 roquettes lancées sur les villes, les populations d'Israël, depuis le Liban par le Hezbollah. 300 roquettes rien qu'aujourd'hui. Tout à fait. Donc on en est à 8500. Vous avez bien raison, Émilie, merci de me le rappeler. Et pourtant, vous venez de lancer votre sujet en disant « Israël se lance dans une guerre ». Qu'on m'explique un jour pourquoi, quand Israël est attaqué, c'est un fait établi qui ne menace aucun équilibre, aucune région, aucune paix, qui ne menace pas le droit international. Quand Israël réplique, Israël se lance dans une guerre de grande intensité. Il y a un problème de narratif, mais aussi peut-être de bon sens. Donc oui, Israël a décidé de répliquer d'une manière de très grande ampleur, comme il ne l'avait pas fait depuis 2006. Mais on ne peut pas dire qu'Israël a commencé cette guerre, et on ne peut pas dire que l'acteur qui menace la sécurité régionale et la souveraineté du Liban, ce ne soit pas le Hezbollah. Georges Malbruno. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, ce qu'on peut se demander, c'est quel est le but stratégique d'Israël? Parce qu'effectivement, depuis le 8 octobre, un peu après, effectivement, le Hezbollah attaque l'État hébreu. L'État hébreu riposte. Il faut quand même souligner 83% des attaques totales sont le fait d'Israël sur le Liban depuis le 8 octobre. Mais c'est le Hezbollah qui, par solidarité avec le Hamas, j'ai passé une partie de mon après-midi à trouver l'origine de ce chiffre et de ce comptage. C'est la BBC. Et donc, c'est le Hezbollah qui a effectivement, par solidarité avec le Hamas, qui a décidé d'attaquer Israël. Alors, ça s'est fait pendant des mois et des mois de manière très calibrée, de manière très, calculée. Il y avait des attaques israéliennes, des ripostes du Hezbollah sur des positions militaires. Il y a eu, Dieu merci, peu de victimes israéliennes, un peu plus du côté libanais. 83 000 personnes déplacées en Israël, 20% du territoire israélien évacué. Bien sûr, parce que c'est là le vrai enjeu. Pour la première fois depuis sa création en 1948, la doctrine israélienne de sécurité, c'est de dire on va porter la menace, le danger de l'autre côté de la frontière. Pas chez nous, parce qu'on est un petit pays, mais on va la porter de l'autre côté. C'est ce qu'ils avaient fait au Liban en 1982, en envahissant le Liban. Ils sont restés au sud du Liban jusqu'en 2000, etc. Depuis le 7 octobre, le 8 octobre 2023, Israël s'est retrouvé pris au piège, effectivement. Il y a une bande de terre au nord qui est un no man's land. 80 000 Israéliens ne peuvent pas rentrer chez eux. Ça fait peser une pression sur le gouvernement, et donc Netanyahou et ses généraux, depuis déjà 2-3 mois, on sentait une petite musique qui montait, on disait on est à minuit moins 5 d'une prochaine, on va s'occuper du Hezbollah. Et donc, quelle est la part de but précis? Rappelons l'accélération incroyable. 31 juillet, l'assassinat ciblé de Fouad Choker, qui d'ailleurs avait beaucoup de sang français sur les mains, rappelons-le. 17 septembre, l'affaire des beepers, des milliers de beepers piégés, puis les talkie-walkie. 20 septembre, Ibrahim Akil, tué. Il a été très actif dans l'attentat du Drakkar contre la France. Et maintenant, cette campagne de bombardement, quel est le but d'Israël? C'est d'affaiblir l'infrastructure militaire du Hezbollah, qui depuis la guerre de 2006, de 33 jours, qui avait opposé le Hezbollah à Israël, qui s'était terminé sur une espèce de match nul, ça n'avait pas été... Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est maintenant une volonté d'en découdre, qu'on la juge bien justifiée maintenant, ou incendiaire pour la région? L'un ou l'autre? Non, c'est de réduire la capacité militaire du Hezbollah, parce que le Hezbollah d'aujourd'hui, ça n'est plus le Hezbollah de 2006. 2006, il y a peut-être 40 000 missiles.
de 2006 à 2024, le Hezbollah, 150 à 200 000 missiles. 140 000 missiles. Ils ont travaillé, ils ont construit des bunkers dans la Beka, etc. Et donc Israël se dit, c'est le moment, profitons-en pour essayer de réduire, de changer les arrangements de sécurité. On y viendra le long de la frontière. De Darius Patrick Klugman, est-ce que ça permettra aux 80 000 Israéliens de rejoindre leur maison, d'aller frapper de façon plus intensive? C'est le but annoncé par le commandement militaire israélien, de faire d'ailleurs de déblayer les régions du sud du Liban pour les sécuriser, du nord du Liban pour sécuriser. C'est comme ça qu'on sécurisera Israël. Juste, en fait, ce qui se passe, c'est un renversement de perspective par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il y a eu 2 opérations successives qui ont été menées par Israël et qui se sont retrouvées extraordinairement défavorables à sa sécurité. En 2000, Israël se retire des dernières positions qu'il occupait au Liban. Ce que le Hezbollah a revendiqué comme une énorme victoire militaire et qui a donné à cette organisation un crédit absolument incommensurable. Et puis, quelques années plus tard, ils font la même chose à Gaza. Et résultat des courses, de ces 2 côtés-là se sont constituées des organisations extraordinairement hostiles à Israël, avec des arsenaux, principalement en provenance d'Iran, mais pas seulement, qui sont constitués. Et il y a eu le 7 octobre. Et bien là, je crois que le commandement militaire israélien a décidé, une fois pour toutes, ou autant que faire se peut, de démilitariser ces 2 frontières-là pour sécuriser sa population et ses frontières. C'est une guerre de 100 ans que vous nous annoncez là. Objectivement, j'ai pas l'impression. Parce que ce sera le Hamas. On avait dialogué il y a quelques mois. Vous nous disiez, Israël va éradiquer le Hamas. Israël n'a pas éradiqué militairement le Hamas dans la bande de Gaza. Moi, je vous dis, et le Hezbollah, la tâche est 10 fois supérieure. C'est le but de guerre affiché. Donc c'est ça que je vous dis. Là, moi, je comprends bien qu'Israël a le droit, effectivement, de répondre aux attaques et d'exiger que ses ressortissants puissent venir. Mais simplement, ils ont réussi un très beau coup la semaine dernière, de manière à préparer, peut-être, on en reparlera, ce qui pourrait venir, mais on ne voit pas quel est vraiment le but stratégique, si ce n'est de changer un peu les règles du jeu. Est-ce la guerre de démilitarisation par cette offensive? On sait qu'il y a quelques années, le Hezbollah avait creusé des tunnels comme on a retrouvé à Gaza, et ça ne peut plus durer. Je crois qu'il y a un changement de perspective. Là, je ne parle pas de politique, je parle vraiment de doctrine stratégique. Israël veut des frontières sécures pour sécuriser sa population. Patrick Klugman et Georges Malbruno. Ce soir, on va entendre plus tard dans l'émission, Joe Biden dit attention, risque de guerre générale. Le téléphone entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou s'est mal passé. Les Occidentaux veulent freiner Israël. Benjamin Netanyahou a-t-il raison, de votre point de vue, d'aller de l'avant, de suivre cette logique de guerre, ou est-ce dangereux? Non, il n'a pas raison, pour une raison simple, et c'est ce que Joe Biden ne cesse de lui dire, Macron et les autres. La clé du problème est à Gaza. Concluez un cessez-le-feu à Gaza, comme les Américains le souhaitaient, comme le chef du Mossad le souhaitait, comme le chef du Shin Bet, comme tout le monde le souhaitait. Netanyahou, il y a 2 mois, n'a pas voulu. Aujourd'hui, Sinoir n'en veut pas davantage. Parce qu'il faut savoir que le Hezbollah, Hassan Nasrallah, son chef, depuis le début, il le dit et il le fera, s'il y a une cessation des hostilités à Gaza, on arrêtera, nous, Hezbollah, tirer sur Israël. Là-dessus, sur le choix de Netanyahou, vos 2 points de vue, on comprenne bien. Vous dites qu'il a tort. Non, mais il n'a pas tort, mais je veux dire, il a tort. Il envisage. Il n'a pas tort. Il a tort d'envisager le problème de cette façon. La clé est à Gaza et tout le monde le sait. Non, mais on ne peut pas être le connaisseur que vous êtes de cette région et dire cela sérieusement. C'est ce que tout le monde. Le Hezbollah, il a été créé en 1985. Avant même le Hamas. Oui, mais il a été créé aussi après l'invasion israélienne du Liban. Tout à fait. Voilà. Il a un seul but, le Hezbollah. La destruction de l'entité sioniste, ce sont ces termes. Vous n'allez pas me dire que s'il y a une paix séparée ou un cessez-le-feu à Gaza, ça va calmer les ardeurs de M. Nasrallah. Il y a des questions de leadership, il y a des questions de leadership chiite, il y a des questions de leadership sur la région, et le but de cette organisation, qui n'est qu'une organisation terroriste et militaire, c'est la guerre à outrance. Et tant que ce n'est pas la paix avec le Hamas qui calmera le Hezbollah, c'est la destruction de l'État d'Israël qui, pardonnez-moi de vous le dire sur cette antenne et très calmement, n'est pas acceptable du point de vue des Israéliens et d'un certain nombre de personnes dont je suis attaché à l'existence de cet État. Non plus. Mais depuis le 7 octobre, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc ce n'est pas
Ce n'est pas un mouvement de libération de la Palestine, c'est un mouvement de destruction d'Israël. Rien ne peut calmer ces gens à part la destruction de l'État d'Israël. Israël se défend, il a bien raison, il faut libérer la région du Hezbollah. Il faut libérer le Liban du Hezbollah. C'est pour ça que je vous dis que c'est une guerre de 100 ans. Je vais vous faire une Darius Rochebin. Ouais. Qui a dit le Hezbollah... Vous essayé en 2006. Oui, alors, qui a dit le Hezbollah ne peut pas être en même temps une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban? Notre ami Emmanuel Macron. Le 27 septembre. J'étais avec lui. Le 27 septembre 2020. 3 semaines avant, il avait parlé au Hezbollah et il a raison parce que c'est un parti politique. Si on veut réformer le Liban, il faut lui parler. Il y a 4 ans exactement. Et on pourrait se souvenir des propos de Lionel Jospin qui dit la France condamne et condamnera toujours les attaques du Hezbollah contre la population civile et les soldats israéliens. Ça, c'était en 2000. Mais c'est moi qui l'avais interpellé d'ailleurs parce qu'il avait traité le Hezbollah de terroriste. C'était n'est pas la position de la France et il s'était fait d'ailleurs secouer le paletot, si je puis dire, par Mais en tout cas, on peut tous s'entendre, et surtout, j'ai envie de le dire, les amis du Liban. Je comprends que Israël, ça soit un mot compliqué, mais les amis du Liban. Comment on peut laisser cette organisation paramilitaire, probablement la plus vaste au monde, qui se sert du Liban comme base militaire, qui, sans rien demander à qui que ce soit, attaque depuis le Liban Israël, et donc... Non mais Patrick, on est tous d'accord avec ça. Les généraux israéliens sont d'accord avec vous, mais après il y a un problème de faisabilité. Ils ont essayé en 2006, Israël, ils n'y sont pas parvenus. Le Hezbollah, c'est très clair, c'est très simple, c'est à la fois simple et compliqué. Pour l'Iran, comme vous l'avez dit, c'est l'organisation para-étatique la plus sophistiquée au monde. Pour l'Iran, en attendant d'avoir la bombe atomique, le Hezbollah, c'est son ultime dissuasion face à Israël, 150 000 missiles. Simplement, c'est l'utilisation de ces 150 000 missiles, c'est un fusil à un coup. Si on les utilise, si le Hezbollah les utilise, ils sont vitrifiés. Or, le Hezbollah, comme l'Iran, ne sont pas suicidaires. C'est la raison pour laquelle, certes, ils ont comme objectif de détruire Israël, mais ils ne passent pas à l'attaque. On le voit bien depuis quand même 6 mois. Georges et Patrick, vous avez mentionné l'Iran. Vous avez mentionné l'Iran, la clé iranienne. Certains esprits, y compris en Israël, considèrent qu'il y a une logique de guerre, même préventive, qu'il faut défaire l'Iran nucléaire maintenant, avant que l'Iran n'ait la bombe. Est-ce que c'est l'arrière-pensée des Israéliens, au fond, le but de guerre final? Oui, bien sûr, c'est l'arrière-pensée, mais défaire, attaquer l'Iran, alors déjà, attaquer le Hamas... L'installation nucléaire iranienne. Oui, mais non, mais c'est impossible, parce qu'elles sont enterrées, les Américains ne veulent pas, et puis c'est alors là, pour le coup, on parle beaucoup depuis longtemps de guerre totale, mais là, ce serait une guerre méga totale. On n'est pas dans la guerre totale, mais là, ça n'est pas Certains vous diront, il faut parfois faire la guerre avant qu'elle ne soit pire. Il y a des faucons dans les années 30, en 2003, dans les années 30, certains l'ont pensé en Europe. Dans les années 30, ce sont des faucons qui sont irresponsables. Encore une fois, je reprends toujours... Pardon, j'ai le problème de la répétition, mais entre me contredire et me redire, je préfère me redire. Pourquoi il n'y a pas des voix dans la communauté internationale raisonnables qui s'élèvent? Non, peut-être qu'on a un momentum pour dégager cette milice qui est le bras armé de l'Iran, qui fait partie de cet axe de la résistance avec les Hutus du Yémen, et donner au Liban l'échange de sa liberté, de sa souveraineté, et en même temps installer une paix au Moyen-Orient. On a un momentum extraordinaire. Mais il faut, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors dites à vos amis israéliens qui il n'y a pas longtemps, ils ont voté une résolution à la Knesset. Refusant la solution des 2 États. Moi, je suis d'accord avec vous pour qu'on extirpe le Hezbollah du Liban. Mais dites à vos amis israéliens qui convainquent Netanyahou et les autres de créer un État palestinien. Alors, mes amis vous y êtes israéliens probablement ont toujours été pour 2 peuples parce et 2 que États, c'est de l'avis unanime la solution pour la paix. Attendez, donc voilà, on peut avoir des moi, je suis d'accord avec vous surtout. Je suis un fervent partisan de l'État palestinien. Je l'ai toujours été. Je l'ai dit ici, je le dirai ailleurs. Mais en revanche, lier la question du Hezbollah à celle de l'État palestinien, c'est une dangereuse illusion. Vous pouvez pas là-dessus, la question à l'un et à l'autre. Est-ce que cette guerre n'a un sens final que si Israël consent un certain nombre de respect du droit? Par exemple, retirer les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie. Par exemple, mieux respecter la protection des populations civiles innocentes à Gaza. Est-ce qu'il y a un lien entre cela et la nécessité de mener cette guerre? Non, je ne crois pas. Je crois que, hélas,
L'Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël de Shimon Peres, d'Yitzhak Rabin d'il y a 20 ans, qui, eux, avaient une vision stratégique, Rabin. Ce qui manque à Israël, c'est une vision stratégique, aussi bien sur le Hamas que sur le Hezbollah. Aujourd'hui, on est dans une vision à court terme, court-termiste, d'ailleurs des diplomates israéliens le reconnaissent. On n'est plus à parler de paix, Darius. La paix n'existera pas dans les 6 mois, dans les années qui viennent. On est à parler de calmer le feu qui s'est emparé de Gaza, qui a tué plus de 1000 Israéliens l'an dernier de manière absolument abjecte, et qui aujourd'hui, il y a le feu au Liban. Et donc pour ça, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir des grandes ambitions, dire etc. Il s'agit de revenir à c'est-à-dire le cessez-le-feu à Gaza, commencer par Gaza, et le Liban se calmera. La paix n'existera pas, c'est ce qu'il dit. Je ne crois pas du tout cela. Je pense que... Moi, j'ai toujours dit, penser qu'Israël a tout à gagner à se retirer des colonies, qu'on a tout à gagner à avoir un État palestinien qui, espérons-le, serait dirigé par d'autres gens que le Hamas. Mais ce n'est pas la même question qu'il a. Et je pense qu'il y a un acteur dont personne ne parle, je le redis, c'est le Liban. Rendez-vous compte de ce que le Hezbollah a fait de ce pays. Oubliez 2 secondes Israël, oubliez ses 83 000 déplacés, oubliez les milliers de roquettes. Parlons 2 secondes du Liban. Ils n'ont pas accès à rien. La démocratie libanaise elle-même ne fonctionne pas. Il n'y a pas de président à cause du parti chiite qui est l'allié objectif du Hezbollah. Il n'y a rien. Et ils se servent de ce pays comme plaque tournante de la drogue et de tous les trafics du monde. Donc, arrêtons de dire que le Hezbollah serait quelque part une base de légitimité pour d'autres discussions. Il faut débarrasser la région de cet acteur-là, comme on devrait débarrasser le peuple palestinien du Hamas, et franchement, tout le monde y serait gagnant. Une question encore, morale, libanais, question morale et personnelle, l'un et l'autre, avant qu'on parle d'Israël, des Palestiniens, disons, vous êtes citoyen français, sur notre plateau, il y a quelques jours, Michel Goya disait, moi, si j'avais pu, tuer les responsables du Hezbollah qui ont tant de sang français sur les mains, je l'aurais fait. Est-ce que vous partagez cet avis-là, l'un et l'autre? Je pense que d'après ce qu'on sait, après l'attaque sur le Drakkar, il y a eu une simili-attaque sur une bergerie où il n'y avait plus personne, mais ceux qui ont commis ça, nos forces spéciales, un à un après les autres, les ont dégommés. Donc, pas tous, puisque Akil et quelques autres restent là. Vous l'auriez tué, vous? Non, moi je tue personne, moi je suis journaliste et j'essaie d'analyser la situation. Et moi, je suis un homme de loi et j'aime bien que les responsables répondent devant des juridictions. Donc, je ne suis pas fait pour ce genre de solution. Et Israël mène ces assassinats ciblés et les assume. Mais Israël est un État qui se défend avec une armée qui est faite pour cela. Mais oui, alors ça, vous ne pouvez pas me demander à moi... Ils sont diaboliques parce qu'en plus, ils exécutent des personnes qui sont wanted par les Américains. Donc, les Américains ne peuvent pas leur dire... Écoutez, c'est pas diabolique, ça. Non, c'est pas diabolique. Bon. Le coup des beepers, excusez-moi, on a débarrassé une armée illégale, une milice terroriste de 3000 de ces... Enfin, on les a blessés, on a éliminé 3000 de ces hauts cadres. Franchement, qui peut se plaindre de cela ? Merci. Non, on a salué en termes opérationnels. Après, la logique politique et le but stratégique, c'est toujours le même problème. Merci beaucoup.